L'invité de la quotidienne. Aujourd'hui, Philippe Petit est donc en notre compagnie pour l'interview du jour. Bonjour Philippe Petit. Bonjour. Comment vous allez ce matin ? Très bien, parfaitement. Alors ensemble, on va parler de votre dernier long métrage, Tant que le soleil frappe, qui est en compétition. Depuis quand vous portez ce projet ? Depuis longtemps, trop longtemps. Un peu comme le personnage de Sonarlo. Ouais, comme bien des projets. En gros, j'ai commencé à l'écrire vraiment lors d'une résidence à la Villa Médicis en 2015. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal d'écriture, de versions de scénarios, de passages à l'avance sur recette, de réécriture, tout ça. Donc le montage financier a été un petit peu long. Et après, la post-prod relativement rapide. Donc en gros, on va dire que le film a couru sur bien 7-8 ans, quoi. Et à la base, donc, c'était un film qui devait prendre lieu à Rome, c'est ça ? Alors voilà, c'est ça. Donc je l'avais écrit donc à la Villa à Rome et je comptais le tourner à Rome. J'avais d'ailleurs fait des sortes de repérages dans un jardin à Rome, le jardin d'Oria Pamphili. J'ai même fait un court-métrage qui s'appelle Antérieur, dans lequel j'incarnais moi le rôle de Max. Et dans lequel ma fille, la grande, jouait le rôle de Margot, parce que c'est ma fille qui joue dans le film, la petite, mais à l'époque c'est la grande qui avait fait le court-métrage. Et donc du coup, effectivement, on avait... et je comptais aller chercher Francesco Totti à la place de Djibril. Mais après, entre le Covid et toutes les complications qu'il y a eu, on a décidé de rapatrier le film en France et de le faire donc du coup dans une ville méditerranéenne. Et finalement, on est venu dans la région. Alors pourquoi le choix de Marseille ? C'est une ville cinégénique ? Alors Marseille, c'est une ville qui est très cinégénique, mais je voulais en fait au début j'hésitais avec Perpignan, qui est une ville que je connaissais moins aussi, dans laquelle le film aurait pu se tourner. Je voulais une ville méta, quoi, qui rende compte, une grande ville du pourtour méditerranéen, une ville du sud avec une végétation assez ouverte et de la lumière. Et puis il se trouve qu'on a eu la région qui nous a soutenus. Donc c'était super, donc on a dit Marseille, très bien. Puis c'est une ville qui est extraordinaire, quoi. Vous avez eu des lieux quand même de tournage assez atypiques, ou en tout cas très immersifs. C'était assez difficile à trouver ou Alors la place a été hyper difficile à trouver. Parce que je voulais un lieu qui soit pas non plus une petite place trop provinciale, qui fasse trop genre Guédiguian, un film marseillais justement, comme ça. Je voulais pas ça. Je voulais quelque chose qui soit moins identifié au sud. Je voulais pas une place de banlieue. Je voulais surtout pas faire un film de banlieue. Moi, j'aime pas les banlieues. Je connais pas les banlieues. C'est pas mon sujet, quoi. Donc, je voulais un truc qui soit un peu quand même dans le centre, qui soit un lieu qui puisse être traversé par toute forme d'habitants et qui soit dans lequel on ait la possibilité de faire un jardin qui soit un peu ample, quoi, dans le principe de... Et donc on a trouvé ce lieu qui s'appelle un délaissé. En fait, les délaissés, c'est des lieux qui sont laissés pour compte comme ça, une sorte de friche, mais qui en l'occurrence avait été racheté parce que c'est la réalité, il avait été racheté par des Japonais. Qui allait y construire un hôtel pour de vrai. Ah oui. Et du coup, on a dû demander, quand on a vu le lieu, la production m'a dit c'est quand même assez grand, c'est hyper bruyant. Je dis mais c'est bien, c'est cool, ça va être vivant. Ça va être vivant, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Allons-y. Et du coup, on a réussi à avoir finalement l'autorisation des Japonais pour tourner. Et alors, comment il s'est construit le casting de votre film, Sonarlo Swan, il est arrivé assez rapidement comme une évidence. Parce qu'effectivement, c'est un acteur qui est génial, donc voilà. Et je voulais quelqu'un qui soit, qui puisse rendre compte un petit peu d'une forme de nervosité, qui était aussi une forme on parle un peu toujours finalement de ce qu'on connaît. Moi, je parle vraiment beaucoup de moi-même, de mes amis, de ma famille, des gens qui sont autour de moi. Donc ça, j'ai toujours suivi l'adage de Cassavetes qui disait le mieux, c'est de parler de ce qu'on connaît, quoi. Donc, du coup, je reste assez proche de ça. Et il y avait une sorte d'extension de moi-même aussi, donc je voulais un truc, peut-être qu'inconsciemment, je voulais quelqu'un qui puisse rendre compte de cette nervosité qui m'anime. Et donc Swan, il est apparu assez rapidement dans mes choix, et fort heureusement, il a accepté le film, ce qui était génial, et une vraie plus-value pour nous, quoi. Il y a quand même aussi un personnage assez surprenant dans le film, en la personne de Djibril Cissé. Comment elle s'est faite, du coup, cette rencontre, vu qu'à la base, c'était donc Francesco Totti. Ouais, enfin non, ça aurait pu être... Ça avait été en réalité, en revenant en France, j'avais donc le désir de prendre un footballeur comme ça, une figure. Et ça s'est fait assez facilement. On a contacté, je sais plus, son agent. Et en fait, on a bu un café à Paris, parce que lui, il est entre la Corse et Paris.
Et assez rapidement, il est toqué sur le principe, il a l'air très gentil. Moi, je voulais juste, en fait, j'avais juste un truc à tester. Je lui ai dit, voilà, est-ce que tu vas être capable de jouer ton propre rôle au naturel, ce qui n'est jamais forcément trop évident. Rester soi-même, c'est pas un truc. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et donc, on a fait une lecture et j'ai vu qu'en fait, il s'en foutait. En tout cas, lui, j'ai dit très bien, vas-y, reste toi-même comme ça, c'est très bien. Et il a été absolument adorable sur le tournage, il était hyper cool, très gentil. Axel. Oui, aujourd'hui, il y a un peu deux sortes de visions de l'avenir qui s'opposent. Quelque chose où on essaye d'y croire, même si on sait que c'est un peu perdu, on fonce quand même, et c'est un peu ce que représente votre film. Et il y a aussi une part où on a déjà abandonné. Vous avez choisi du coup l'utopie avec le personnage de Max. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez personnellement? Après, la croyance, est-ce qu'elle est au niveau de l'utopie? Pour moi, c'est pas que l'utopie, c'est que son rêve, il est réel. Et c'est pas qu'une utopie, c'est que je pense que pour moi, de manière générale, on doit avoir des rêves. Mais les rêves ne doivent pas être des utopies, on doit vraiment y croire et que je pense qu'on doit faire des choses formidables et que vous, votre génération, ou la mienne, ou les gens plus âgés, quand on a des trucs en tête, il faut se dire, voilà, on y va, on va le faire et puis c'est tout. Et puis même si les gens me disent, non, mais soit c'est impossible, c'est complètement... Justement, ton rêve, c'est complètement une utopie, bah non, ça ne doit pas rendre compte qu'effectivement, faire des utopies, des réalités, c'est l'un des sujets du film aussi. Même si, en l'occurrence, là, ça reste aussi l'histoire d'un échec, mais on se doute bien que quelque part... pour moi, le personnage de Max, il va faire en tout cas sa démarche, elle va se matérialiser sur d'autres chantiers, dans d'autres lieux, et il va en faire des jardins toute sa vie. Parlons un petit peu de la mise en scène du film. On alterne pas mal de séquences avec des plans où il y a des plans fixes, et puis d'autres où c'est beaucoup plus en mouvement, avec des zooms assez proches du documentaire, pris à la volée. Pourquoi ces choix-là? En tout cas, c'était donc la volonté de rendre compte un petit peu de ce qui anime le personnage de Max, qui à la fois parfois est très nerveux, habité par tous les problèmes qu'il traverse et par donc sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie intérieure. Et à la fois des moments où on doit être susceptible de laisser le spectateur être spectateur de ce. En fait, c'est une question de point de vue. C'est qu'à la fois, je voulais qu'on soit parfois avec Max, chevillé à son corps, et que par moment, en plus, on puisse être plus extérieur à son histoire. Donc, du coup, qu'on la regarde. Et donc, les points de vue alternent effectivement ces moments où on l'accompagne et ces moments où on le regarde. D'où la caméra un peu posée parfois sur pied, qui laisse aussi. Et puis il y avait l'idée quand même aussi de se rapprocher de plus en plus de Max au fur et à mesure du film. Mais c'est vrai qu'après, en termes de focal, quand on est très proche de lui, quand on est avec lui, ou parfois vraiment je vais le coller, c'est des moments où quelque part du coup on voit moins ce qu'il y a autour. Et comme je voulais aussi questionner par exemple le paysage, j'avais besoin d'avoir des moments où, notamment quand il est par exemple dans le parc en train de ramasser les papiers, on s'extériorise un petit peu pour le noyer lui en tout petit dans cette végétation et que lui voilà, il fasse partie du décor aussi, quoi. Ouais. Vous parlez de proximité avec le personnage, c'est assez intéressant parce que en fait le film il est à la fois, il peut avoir un point de vue assez politique et engagé et en même temps il y a vraiment le portrait d'un homme. Est-ce que c'était facile ou difficile de trouver vraiment cet équilibre entre un portrait et un film engagé en fait? Bah oui, à la fois, disons qu'il fallait, à partir du moment où on fait le portrait d'un garçon, d'un personnage, il faut que le personnage soit lui-même engagé. Donc quand lui, il est engagé dans ses gestes, dans son être, il faut que tout l'engage dans sa vie. Et donc, c'est effectivement une forme de nervosité, une forme d'habitation, quand le personnage, il est habité. Donc après, quand on le filme de loin ou de près, quand quelqu'un est habité, forcément, il y a un truc où tu sens que le mec, il est là, il te prend, quoi. Donc il faut qu'il prenne le spectateur et qu'il se prenne lui-même. Donc la mise en scène, elle est assez immersive de ce point de vue-là, quoi. Et ce qui est venu en premier dans votre scénario, du coup, c'était plus créer un portrait et suivre un personnage ou parler d'un sujet politique, on va dire? Un peu les deux, en fait, en vrai. Hein. C'était mêlé. C'était alors, il y avait la toute première chose, c'était faire un portrait suivre un personnage, en termes de mise en scène, en termes d'univers, c'est-à-dire rester un peu assez proche d'un personnage principal, et qui après, lui, va nous raconter l'histoire d'un projet politique. Voilà, Mais vous avez dit aussi que vous aviez quand même retiré tout ce qui était un peu trop peut-être politique, genre syndical, ce genre de choses. Oui, parce que je voulais pas en fait que le film devienne quelque chose de trop, qui parle trop d'un mouvement effectivement qui soit trop terre à terre par rapport à un lien avec les pouvoirs publics ou un engagement politique comme peuvent avoir les zadistes ou les gilets jaunes, tout ça. C'était pas mon histoire, ça non plus. Pour moi, c'était comment lui mène à bien son projet vis-à-vis de lui-même et dans un cercle beaucoup plus restreint. C'est comment lui va pouvoir aider les habitants qui sont marseillais
tous ceux qui jouent dans le film. On va y revenir. Comment il va pouvoir les aider et comment lui va pouvoir composer, avoir sa petite stratégie en disant tiens, je vais aller voir l'architecte qui est un peu un mec qui m'a aidé au début, et comment nous en fait finalement on peut faire de notre vie quelque chose de politique chacun à notre niveau. On commence d'un niveau assez familial pour après aller chercher des choses plus grandes, mais c'était pas l'histoire de il y a cette convocation-là à la fin du film, quand ils prennent quand même un peu comme ça, on sent qu'ils ferment la place, ils vont en faire une zone autonome. Mais ça devait rester, pour moi, suggestif tout ça, un peu hors champ. Ok. Et alors, est-ce que vous avez travaillé avec un paysagiste, tout ça, pour concevoir le parc ou même le jardin du bar de Djibril Cissé? Bien sûr. Donc c'est Frédéric Faure, qui a une agence marseillaise, qui a fait les dessins. Pas Frédéric, d'accord, excusez-moi. Nicolas, non? Nicolas, qui lui a fait les dessins. Et après, j'avais travaillé avec une agence à Paris, Coloco. Et j'ai rencontré Gilles Clément aussi à Paris. Enfin, tout un corpus effectivement de personnes qui m'ont accompagné à différents endroits pour comprendre le métier. Et pour après Mais c'est vrai que le paysagiste fort, lui, il a conçu la place. Et c'est étonnant du coup que vous ayez choisi ce sujet-là, dans le sens où c'est vraiment une métaphore de aussi vous, ce à quoi vous avez été confronté avec les projets refusés, ce genre de choses, c'est ça? Bien sûr, oui, non, c'était un peu une forme une métaphore de la difficulté qu'on peut avoir à faire un film, à mener un projet. Moi-même que j'ai eu lors de mes précédents films, ou à pouvoir obtenir des financements, réécrire un projet, ça parle de ça, effectivement. Ouais. Swan Arlo, il s'est inspiré de vous pour jouer? Je sais pas. On avait une sorte de mimétisme commun, en fait. Je pense qu'on se ressemble pas mal, et effectivement, tous les deux, on a un peu influé l'un sur l'autre, quoi. Mais de toute façon, j'en parlais hier aussi. C'est vrai que moi, personnellement aussi, je me suis beaucoup reconnu dans ce personnage-là qui doit se jongler avec beaucoup de choses à faire en même temps, avec beaucoup de personnes différentes. Donc c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que vous aviez des influences pour ce long métrage-là, des films que vous avez convoqués? Disons que moi, j'ai tout le temps... Sur le côté portrait, caméra comme ça embarqué, il y avait un film de Lodge Kirigan qui s'appelait Keen, qui était un film qui m'avait vachement marqué. Un film très immersif sur un mec qui cherche sa fille à New York, tout seul. Donc c'était un film qui m'avait... Après, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup grandi avec le cinéma de Cassavetes, et qui est quelque chose dans les thématiques et dans la manière de mettre en scène c'est cette famille qui m'a beaucoup porté. Et après, sinon... Il y a un peu de vos précédents films, si j'ai bien compris, puisqu'il y a le skate qui revient. Ouais, oui, il y a un peu de Danger Dev, il y a un peu Insouciant qui était un film que j'avais fait aussi avant sur le côté un peu plus mais qui a moins dans la fête, mais oui, effectivement, il y a toujours un peu quand même des différents univers qui ressortent toujours d'un film à l'autre, ouais. Et c'est votre première fiction? C'était quoi la différence d'approche par rapport à vos précédents documentaires? Les films que j'avais fait avant étaient soit des films plus improvisés, soit des documentaires. Là, c'était un scénario plus écrit, plus davantage financé en tant que tel aussi. Donc voilà, c'était un travail un peu plus abouti, quoi. Votre projet, il m'a un petit peu rappelé un film de docu-fiction qui s'appelle Municipal. Je ne sais pas si vous connaissez, pas vu. Mais c'est un projet en fait qui se veut être de la fiction, mais que si le projet du film, ce faux projet fonctionne vraiment, il allait être mis en place dans la ville. Moi, je me demandais, est-ce que vous avez déjà pensé à un moment donné dans votre film essayer de vraiment mettre en place ce parc-là? Il y avait déjà des Japonais sur le coup. C'est ça. Non, on aurait pu faire un genre de workshop ou amener. Mais en réalité, on n'avait pas la possibilité parce que on n'aurait pas pu s'approprier l'espace public comme ça. Sur pareil, espace privé, espace public. L'espace public, il appartient à la ville, et donc du coup, c'était très compliqué pour nous de faire ça. On n'est pas. Et puis la maison, donc vous disiez que ça appartenait à un footballeur, c'est ça qui la loue? Ouais, l'endroit où il fait son jardin. Effectivement, c'est un footballeur marseillais qui a acheté ça et qui le loue pour des mariages, pour des banquets ou des trucs comme ça, quoi. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait que le film était quand même assez méta. On voit aussi plus tard même que vraiment réalité et fiction sont mélangées. Le coup de l'hôtel, effectivement, qui arrivait aussi dans la vraie vie. C'était quelque chose qui vous a motivé à faire le film, cet aspect méta-là, de vous inclure vraiment dès le début du projet, cette idée-là d'inclure votre histoire dedans? Je crois que c'est quelque chose qui me traverse depuis pas mal de temps. C'est qu'effectivement, dans la mesure où je parle de gens qui m'entourent, les gens qui sont autour de moi, il y a toujours, et je pense que
chaque cinéaste dans une mise en scène, il met forcément quelque chose de lui-même, quoi. Comme les acteurs vont chercher quelque chose d'eux-mêmes. Donc du coup, ça traverse effectivement. Mais en fait, c'est un équilibre parce qu'on doit essayer on doit essayer de parler de soi-même, mais à la fois on parle pour des spectateurs. Donc quand même, il faut se dire, bon, je vais pas raconter ma petite histoire à moi. C'est pas une histoire d'égocentrique. Donc c'est comment on arrive à se dire, bon, ben, je parle d'un truc qui me concerne, peut-être que j'ai traversé, et je vais en faire quelque chose de plus universel. Et tout le travail est là, de se dire, bon, ben, après maintenant, on va essayer de parler à tout le monde et aussi à différentes générations, et on essaye de transposer finalement son travail dans ce dispositif-là, quoi. On va revenir sur quelque chose qui nous a marqué hier lors de la projection. Allez, c'est bien voilà. évidemment l'intervention du coprésident du jury, Éric Cantona, à l'issue de la projection, qui vous a incriminé en disant qu'aucun Marseillais ne jouait vraiment dans le film. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors, déjà, moi j'étais vraiment extrêmement choqué à différents endroits par ça, parce que déjà, je trouvais que bon. Pour revenir sur le truc qui était quand même super agressif, je me suis demandé s'il n'allait pas venir sur scène pour nous mettre une droite, tellement il était agressif. Mais au-delà de l'aspect absolument totalement inacceptable de cette intervention, je trouve que c'est un débat qui est complètement débile, dans la mesure où, même avant de répondre sur le fait qu'il y ait des Marseillais ou pas, s'il faut être Marseillais pour jouer à Marseille, s'il faut être Toulousain pour jouer à Toulouse, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas jouer le rôle d'un homo si t'es pas homo, tu peux pas jouer le rôle d'un arabe si t'es pas arabe. Qu'est-ce que c'est cette frontière? Je veux dire, c'est complètement fou de pouvoir aborder les choses de cette manière-là. Et ça veut dire qu'après, il faut être Marseillais avec l'accent, sans accent, parce qu'il y a des Marseillais qui ont l'accent, il y en a qui l'ont pas. Et il faut être Marseillais depuis combien de générations pour jouer à Marseille? Et aussi, il faut être né à Marseille, dans la banlieue. Je veux dire, c'est qu'à tous les endroits, c'est complètement irrecevable. Ou alors, il faut avoir... De ce que j'ai cru comprendre, il a dit, en fait, il n'y a que le jardinier. Donc, il faut avoir l'accent de Marcel Pagnol pour jouer. Et en l'occurrence, il se trouve que, donc, outre les comédiens principaux, qui sont des comédiens qui sont nés, je ne sais même pas où est né Sarah, je ne sais même pas où est né Grégoire, je m'en fous complètement. La question est que tous les gens qui sont là sont tous des Marseillais. Tous. Il y a l'équipe technique aussi, j'imagine. L'équipe technique, il y a une grande partie de l'équipe technique qui est des Marseillaises. Et effectivement, le directeur de casting, on a eu un directeur de casting pour tout ce qui était Marseillais. Tous les jeunes, c'est des Marseillais. Je ne sais même pas où ils sont nés, moi, s'ils sont nés à Cannes ou quoi que ce soit. Et les gens de la place sont des gens du quartier qui étaient autour. Donc la question, pour répondre, il se trouve que oui, c'est des gens qui viennent de là, quoi. Et vous avez pu vous expliquer avec lui ou... Non, pas du tout, je ne m'expliquerai pas. Je juste discute avec les gens du festival qui sont absolument adorables et qui sont des gens vraiment qui travaillent très bien, avec lesquels on a eu un très bon débat et on est extrêmement bien accueillis ici. Moi, c'est tout ce qui compte. Après, que des gens aient des responsabilités, je veux dire, au-delà de ça, ça dépasse le cadre du festival. Et c'est bien qu'il y ait ce genre de débat qui arrive, voilà. Mais c'est important pour moi, voilà, de dire que effectivement, dans ce que ça soulève, c'est cette sorte de représentation. Aujourd'hui, où on est quand même dans un espèce de débat de représentation, c'est important de pouvoir dire, effectivement, qui on doit être pour est-ce qu'il y a des passe-droits, est-ce qu'on doit appartenir à une forme de communauté pour pouvoir en parler. Et ça, c'est un débat qu'on peut avoir, effectivement. On serait de même, du coup, à même demander pourquoi M. Cantona n'a pas fait toute sa carrière de footballeur à Marseille, tout comme Francesco Totti l'a fait à Rome. Et pourquoi n'habite-t-il pas à Marseille, mais à Paris ou à Lisbonne? Ça, il faudrait lui poser la question. Il voulait peut-être le rôle de Djibril Cissé, et c'est pour ça il était deg. Mis à part cet incident, entre guillemets, qu'est-ce que vous avez pensé de votre première en France? J'étais hyper content, je trouve vraiment tout très bien. Je trouve que, pour être très honnête, je trouvais que le débat était plus enrichissant. On a présenté le film à Venise avant, c'était moins cool. Ouais. Le débat était moins, le Q&A était plus restreint, les questions étaient moins pertinentes. Et au début, on m'avait dit, c'est cinéma, on m'a dit, tu vas voir, Montpellier, c'est compliqué, les gens sont assez exigeants, c'est un festival qui peut paraître un peu dur. Et donc moi, j'étais un peu, parce que c'est des gens qui aiment vraiment beaucoup le cinéma, c'est un festival qui est connu depuis de longue date, qui a un vrai lieu. Donc, et en fait, c'était super parce qu'on a été très très bien accueillis et que tout est vraiment très, c'est un lieu très professionnel. Donc du coup, on était ravis nous de venir, d'être invités là. Et donc on est super contents, voilà. Et vous avez déjà peut-être des prochains projets ou vous vous concentrez pour l'instant sur la sortie de celui-ci? Donc je me concentre sur la sortie de ce film-là. J'ai un film aussi dans lequel je joue de Rabat à Merzamech, pour lequel d'ailleurs aussi on a tourné à Marseille, c'en est Marseillais. et à Bordeaux, faut pas le dire à Cantona. Ah ouais. Donc on va faire la promo de ce film-là. Moi je termine un documentaire qui s'appelle Cerveau, qui est une autofiction que j'ai tourné moi quasiment tout seul en fait. Un film sur donc ma famille, moi, ma mère et mes amis. Et après, je commence à écrire une prochaine fiction. Là. Ok. Bon, on termine toujours dans The Cinema Show par la même question.
C'est quoi la dernière découverte que vous avez fait au cinéma ou à la maison et qui vous a marqué? Bah, j'ai vu EO il y a 3 jours au cinéma. J'ai quand même un peu pris en pleine gueule, quoi. Mis à J'ai part pas le encore fait vu, que moi. j'en ai ras-le-bol de voir Isabelle Huppert au cinéma. Le film est quand même super marquant et j'encourage à aller le voir parce que c'est quand même une liberté, une forme. Bon, les Polonais, on connaît, les Polonais, ils ont quand même une histoire avec l'image depuis des années. L'école de Lodz, c'est une école qui a formé de nombreux chefs opérateurs et ils ont une tradition de ça qui est quand même. Et là, je crois qu'ils sont 2-3 à l'image, c'est quand même assez prodigieux, quoi. Ouais. Et donc le film m'a vachement marqué. Et le prochain film que je vais aller voir, c'est le film de Patricia Mosby, Bowling Saturn. D'accord, ah bah, c'est noté. Alors Isabelle Huppert et Cantona, on les verra pas dans vos films. Non, je crois pas. Bon alors, Tant que le soleil frappe sortira donc le... Ce sont 2 personnages avec lesquels j'ai joué d'ailleurs, parce que j'ai joué avec Ah Isabelle oui. Huppert dans un film et j'ai joué avec Cantona dans un film aussi. Il se rappelait peut-être pas de vous alors. Je sais pas. Bon alors, Tant que le soleil frappe, il sortira donc le 8 février prochain. On engage vraiment tout le monde à y aller parce que dans l'équipe, on a vraiment bien aimé. Bon, on sait qu'il gagnera sûrement pas l'Anticone J'ai d'or. pas l'impression. Je crois pas. Donc allez le rattraper si vous l'avez pas vu pendant Cinémed. Et merci encore. Donc, Merci Philippe beaucoup. Petit. Merci à vous. Merci. Merci. C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.